Bonjour à tous et bienvenue dans ce voyage en Arctique. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'Arctique c'est le Grand Nord, donc on n'est pas en Antarctique dans le Grand Sud, là où il y a des manchots. Là je vous emmène dans les contrées du Nord où il y a des ours polaires. Et pourquoi je vous emmène là-bas? En fait, je vous emmène pour faire un double voyage. On va parler d'Arctique, c'est vrai, mais on va aussi parler d'hydrogène. Et en fait, ce qui est très intéressant aujourd'hui, en 2021, c'est que ces deux sujets sont en train de se télescoper. D'un côté, il y a cette image d'Épinal de l'Arctique, que vous connaissez, j'imagine, tous. Il y a le blanc, il y a le froid, il y a les populations autochtones, il y a évidemment la nature, il y a évidemment les développements économiques aussi. Et puis, au-delà de ça, il y a d'autres choses. Et dans les développements économiques, il y a le tourisme, évidemment, sur lequel le voyage en Arctique, évidemment, prospère. Mais au-delà du tourisme, il y a donc toutes ces dimensions industrielles qui, pour certaines, sont très polluantes et pour d'autres, un petit peu moins. Et c'est justement ce sur quoi on va s'attarder aujourd'hui. Donc l'Arctique, vous le savez, vous le voyez, c'est une région qui est aujourd'hui en difficulté. C'est une région où tout simplement, on a des grands questionnements par rapport au changement climatique, bien sûr, et au modèle de civilisation, au modèle de consommation, au modèle de production qu'on a envie de développer pour l'avenir. Alors, ce que vous voyez derrière moi, tout simplement, c'est la fonte de l'Arctique sur les 35 dernières années. Vous le savez, j'imagine. Si vous ne le savez pas, je vous invite à regarder ce qui se passe derrière moi, tout simplement parce qu'il faut repérer comment fond l'Arctique. L'Arctique ne fond pas de manière uniforme. Il ne se passe pas la même chose partout. Il n'y a pas un Arctique, il y a des Arctiques. Et la fonte des glaces, elle est justement donc multiforme. Si vous allez par exemple au large de la Russie, la glace va fondre beaucoup. On parle ici de la banquise, c'est-à-dire les glaces de mer, ce que vous voyez donc derrière moi. Si vous allez au nord du Canada, cette banquise va fondre beaucoup moins. Elle ne va pas forcément rendre ce qu'on appelle le passage du nord-ouest complètement accessible, alors que de l'autre côté, le passage du nord-est, pour acheminer des marchandises depuis l'Europe vers l'Asie, le long des côtes russes, ou vice-versa, lui, il s'ouvre. Alors pourquoi ça s'ouvre à l'est et pourquoi ça s'ouvre moins à l'ouest? Il y a des questions ici de courantologie, il y a des questions tout simplement physiques, des questions géologiques qui expliquent tout ça. Mais ensuite, l'autre chose qui explique que ça se développe plus à l'est qu'à l'ouest, en Arctique, c'est tout simplement l'intérêt des populations locales et l'intérêt en particulier des décideurs politiques et financiers qui, en Russie, sont bien plus intéressés par le développement des ressources, et notamment le développement des ressources extractives en Arctique, que ce qu'on peut trouver par exemple dans l'Arctique américain ou dans l'Arctique canadien. Bon, après, il y a d'autres parties de l'Arctique qui sont aussi très connues et en fait relativement mal connues, comme par exemple le Groenland. Le Groenland, c'est cette terre qui est grande comme 4 fois la France, au beau milieu de l'Arctique, qui va séparer l'Arctique européen de l'Arctique nord-américain. Et ce Groenland, comme vous le voyez, tout simplement, c'est par là que les glaces partent, quand elles partent de l'Arctique, pour aller fondre et alimenter tout simplement le reste des océans. Donc ce Groenland, il a une position pivotale. C'est la raison pour laquelle, vous en avez certainement entendu parler, en 2019, Donald Trump, à l'époque président des États-Unis, avait proposé d'acheter le Groenland. Ce n'était pas la première fois. Les États-Unis avaient déjà tenté d'acheter le Groenland en 1946, mais aussi en 1867, encore avant, date à laquelle ils avaient déjà acheté l'Alaska à la Russie tsariste. Alors, pourquoi l'Arctique attire tant? Eh bien, évidemment, cette fonte des glaces rend l'Arctique plus accessible, bien sûr, on l'a dit. Mais au-delà de cette accessibilité, il y a des questions évidemment d'énergie qui sont sous-jacentes. Et donc la première question par rapport à l'énergie, c'est tout simplement, est-ce qu'en Arctique, on va commencer à exploiter de l'énergie de la même manière que dans le reste de la planète, dans le reste de l'histoire? Pour l'instant, la réponse est oui. Pour l'instant, l'Arctique se développe comme le reste du monde, c'est-à-dire principalement focalisé sur les énergies fossiles, donc pétrole, gaz, charbon. Et l'Arctique, évidemment, est une zone du monde dans laquelle, vous allez voir, il y a de grands enjeux énergétiques, puisque fondamentalement, en Arctique, vous allez trouver l'un des grands problèmes qui va se poser dans les 10 prochaines années, à savoir, peut-on changer d'énergie? Et si oui, pour laquelle ou lesquelles? Donc ce que vous voyez maintenant derrière moi, c'est tout simplement le développement des différentes énergies utilisées dans le monde depuis le début de l'ère industrielle. Donc sur les 200 et quelques dernières années, on avait d'abord, dans les années 1840, une progression du charbon, puis au tournant du XXe siècle, une progression du pétrole, puis on arrive à la Seconde Guerre mondiale et après, une progression du gaz naturel, et puis ensuite, dans la deuxième moitié du XXe siècle, l'hydroélectricité,
On va trouver les énergies renouvelables, évidemment, récemment. On va trouver aussi le nucléaire, que vous connaissez. Bref, tout ça, c'est ce que vous voyez derrière moi. Et du coup, la question qui se pose véritablement, c'est peut-on changer d'énergie? Ce que vous voyez dans ce graphe, c'est que jusqu'à maintenant, dans notre perspective de développement industriel, on n'a jamais réussi à faire venir une nouvelle énergie primaire dans le mix mondial et faire en sorte que cette nouvelle énergie remplace les énergies dominantes d'avant. Le pétrole n'a pas remplacé le charbon. Le pétrole s'est additionné au charbon. Le gaz naturel n'a pas remplacé ni le pétrole ni le charbon. Il ne s'est qu'additionné au pétrole et au charbon. Pareil pour l'uranium, pareil pour l'hydroélectricité, pareil pour les énergies renouvelables aujourd'hui. Alors du coup, peut-on changer d'énergie? C'est ça la grande question de la transition énergétique que tout le monde essaie évidemment de développer sans véritablement avoir forcément toujours les mêmes solutions. Alors du coup, je vais vous parler de mon autre cœur d'expertise au-delà des questions polaires, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, pourquoi c'est important en Arctique? Tout simplement parce qu'en Arctique, il y a potentiellement beaucoup d'hydrogène. Mais il y a de l'hydrogène qui peut être carboné, à partir donc de charbon, de gaz, de pétrole, ce qui en fait ne changerait pas grand-chose. Et puis, il y a de l'hydrogène bas carbone ou décarboné, par exemple de l'énergie à partir d'énergies renouvelables. Et du coup, la question qu'il faut se poser, c'est quel est le point de départ de toute cette discussion? Le point de départ, c'est qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, l'hydrogène vert, donc c'est-à-dire l'hydrogène produit à partir d'énergies renouvelables, ça ne représente que 1% de la production totale d'hydrogène. Donc aujourd'hui, quand on dit l'hydrogène va permettre une transition énergétique décarbonée, l'hydrogène va permettre de régler toutes les solutions, de fait, si on produit l'hydrogène à l'avenir comme on le fait maintenant, ça ne va rien régler du tout. Et ça va d'autant moins régler les choses que l'hydrogène aujourd'hui, pour produire 1 kg d'hydrogène, vous allez émettre 9 kg de CO2. Donc fondamentalement, si on a 99% de l'hydrogène qui consomme à un moment de sa production du carbone, de fait, on ne règle pas le problème. Donc en fait, le véritable sujet de l'hydrogène, et on en a parlé déjà aujourd'hui, on en parle régulièrement dans les médias, c'est de passer à l'hydrogène donc vert, renouvelable. Sauf que l'hydrogène renouvelable, c'est pas si facile que ça à trouver, ça coûte cher à produire. Et du coup, ça coûte combien? Vous le savez, derrière moi. Aujourd'hui, pour produire 1 kg d'hydrogène renouvelable, on est à minimum 5 €, 6 €, 7 €, 10 € du kilo, en fonction donc des rendements, en fonction des technologies, en fonction des savoirs, en fonction des logiques aussi des différents pays, en termes de taxation, en termes de facilité, de subvention, j'en passe et des meilleurs. Donc aujourd'hui, 5 € le kilo, c'est l'ordre de grandeur que vous pouvez retenir. Et pour que l'hydrogène vert puisse commencer à opérer une bascule, à permettre de remplacer d'autres énergies dominantes, et en particulier, je pense ici au charbon, qui est l'énergie fossile la plus polluante parmi les trois que j'ai citées tout à l'heure, charbon, pétrole et gaz naturel, eh bien, il faudrait que l'hydrogène puisse être produit de manière verte, donc à partir d'énergies renouvelables, à un prix d'environ 1,50 € le kilo. Comme vous voyez, 5 €, 1,50 €, on n'y est pas tout à fait. Mais en réalité, si vous avez suivi l'actualité ces derniers mois, quand vous avez vu les Pays-Bas annoncer un plan de soutien à l'hydrogène de 9 milliards d'euros, 10 milliards pour l'Allemagne, 9 milliards pour l'Espagne, 7 milliards pour la France, 7 milliards pour le Portugal, et bientôt plusieurs dizaines de milliards par la Chine ou potentiellement par les États-Unis dans les années qui vont venir, eh bien de fait, vous avez des gouvernements qui sont en train de dire « je suis en train de prendre des mesures pour tout simplement aider à la structuration de cette filière et finalement permettre de baisser les prix pour que cet hydrogène, aujourd'hui gris ou noir, puisse être verdi, et d'autre part, que cet hydrogène vert puisse ensuite remplacer d'autres sources d'énergie primaires. » Alors, ce n'est pas facile, évidemment, et si je retourne en Arctique, que se passe-t-il en Arctique? Eh bien, aujourd'hui, il y a beaucoup, je vous l'ai dit, d'activités extractives qui ont lieu. Vous le savez peut-être, l'Arctique, c'est l'une des grandes nouvelles provinces pour les pétroliers, pour les gaziers, et puis pour ceux qui mènent des activités extractives en général, pensez au charbon, pensez aux mines, pensez aux diamants, pensez à l'or, à l'uranium, aux terres rares, j'en passe et des meilleurs. Donc aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe en Arctique, en matière d'énergie bien sûr, ce que vous allez voir, c'est surtout un Arctique dans lequel vous allez trouver du gaz naturel. Beaucoup de gaz naturel, de plus en plus de gaz naturel, et en particulier en Russie, mais pas que, en Alaska aussi, et potentiellement au Groenland dans les années à venir, ou encore évidemment en Norvège. Donc ça, finalement, qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce que ce gaz de l'Arctique va décarboner le reste
de nos civilisations et de nos économies? Les partisans du gaz vous disent que oui, puisque les partisans du gaz vous disent simplement si vous utilisez du gaz naturel, vous allez émettre 50% de CO2 en moins que du charbon, et si vous utilisez donc du gaz naturel, vous allez émettre 30% de CO2 en moins que du pétrole. Donc c'est mieux que rien. Sauf que vous le savez, on est en ce moment dans une course, on est engagé dans une course, dans une urgence climatique. Donc est-ce qu'on a véritablement le temps d'attendre, de passer un premier palier pour passer au gaz naturel, puis on va faire le deuxième palier pour trouver la solution? Évidemment, la majorité de ceux qui s'intéressent à la planète vont dire que non. Mais Vladimir Poutine, lui, il dit que oui, bien sûr. Et du coup, en Arctique, ce qu'on va trouver, c'est qu'au-delà du gaz naturel, vous allez trouver, à l'horizon 2030, 2035 et plus, de l'hydrogène. Alors, quel hydrogène vous allez trouver en Arctique? Tout simplement, vous allez trouver déjà de l'hydrogène carboné. Parce que tout simplement, vous pouvez, à partir du gaz naturel de l'Arctique, produire de l'hydrogène localement. Si vous produisez cet hydrogène qu'on appelle gris, donc c'est-à-dire à partir de gaz naturel, et que vous lui adjoignez, au moment de la synthèse de l'hydrogène, vous lui adjoignez un petit, en fait c'est pas petit, un filtre qui va permettre de séquestrer les particules, les molécules de carbone, et bien de fait, vous allez pouvoir décarboner une partie de cet hydrogène. C'est ce qu'on appelle l'hydrogène bleu. Mais vous pouvez faire peut-être un petit peu mieux. C'est-à-dire qu'au lieu de continuer à extraire le gaz, le pétrole, le charbon de l'Arctique pour en faire de l'hydrogène, ce qui, au fond, n'a pas non plus énormément de sens d'un point de vue climatique, comme vous l'avez bien compris, eh bien, on pourrait passer à des énergies renouvelables. Et là, l'Arctique a encore beaucoup de potentiel, puisque en Arctique, vous avez des potentiels éoliens qui sont très forts dans l'ensemble de la zone, dans tous les États de l'Arctique. Vous avez des potentiels en matière de géothermie, vous avez des potentiels aussi en matière d'hydroélectricité. Parce que oui, là, quand je bois un coup, pour vous, c'est que de l'eau. Pour moi, c'est de l'énergie. Donc du coup, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit que fondamentalement, en Arctique, vous pouviez aller plus loin que ce qui est juste devant vos yeux. Oui, c'est de l'eau, mais potentiellement, c'est de l'hydrogène. Et comment vous faites cet hydrogène? Tout simplement, vous avez une source électrique renouvelable, qui peut être une éolienne, qui peut être une géothermie, qui peut être autre chose, et tout simplement, vous allez prendre de l'eau, et il y en a beaucoup, évidemment, en Arctique, comme vous l'avez compris, vous allez faire passer un courant électrique dedans, et les molécules à l'intérieur de l'eau, c'est-à-dire les molécules d'hydrogène, H2, et l'atome d'oxygène, H2O, eh bien, tout simplement, vont se séparer, et vous allez pouvoir conserver l'hydrogène et conserver l'oxygène, et valoriser tout simplement les deux. Donc aujourd'hui, en Arctique, que vous soyez en Russie, en Alaska, au Groenland, en Norvège, il y a un intérêt qui est fort. Et les projets se multiplient. Et puis il y a de l'argent aussi pour pousser ces projets. Alors pourquoi il y a autant d'argent, pourquoi il y a autant de potentiel en Arctique d'un point de vue business par rapport à l'hydrogène? Eh bien tout simplement parce que les pays de l'Arctique, pour beaucoup, sont déjà des zones de production d'électricité décarbonées, où l'électricité est en fait donc décarbonée, mais aussi abondante et pas chère. Comme vous le voyez derrière moi, en Islande, 100% de la production électrique, c'est l'un des 5 pays au monde à être dans ce cas-là, 100% de la production électrique provient d'énergie renouvelable. Si vous allez ensuite un petit peu plus à l'est, en Norvège, ce n'est pas 100%, mais c'est 97%. Si vous retournez un petit peu plus à l'ouest et que vous allez au Groenland, vous allez retrouver 70%. Si vous allez en Suède, en Finlande, au Danemark, c'est pareil, vous allez avoir des potentiels de production d'énergie renouvelable relativement importants, à partir desquels donc faire ce fameux hydrogène vert. Et c'est la raison pour laquelle l'hydrogène est en train de devenir un élément clé du développement économique de l'Arctique et attire les capitaux du monde entier, mais aussi attire l'intérêt des puissances arctiques et des puissances non arctiques pour inclure les sujets liés à l'hydrogène dans la diplomatie de l'Arctique et en particulier au sein du Conseil de l'Arctique, qui est l'organe diplomatique de référence dans la région, où il y a déjà 2 programmes liés à l'hydrogène. Mais ce n'est pas la seule région du monde où ça se passe, tout ça. Derrière moi, ce que vous voyez, c'est une carte du monde qui vous montre en vert les pays qui ont déjà une stratégie hydrogène. Ils étaient à peine 10 en 2018, ils sont déjà plus d'une quinzaine en 2021. Et puis en orange surtout, vous avez tous les pays qui sont actuellement en train de travailler à une stratégie hydrogène et qui devraient la publier soit en 2021, soit en 2022. Donc tout ça, c'est encore une fois une masse critique d'investisseurs, de décisionnaires, de politiques qui se mettent en branle pour essayer, avec l'hydrogène, de trouver une solution
à cette histoire de changer d'énergie. Pour une première fois dans l'histoire de la civilisation industrielle, essayer de trouver une énergie qui va remplacer les énergies dominantes. Et même en France, toutes les régions françaises à ce stade ont une stratégie hydrogène. La seule région hexagonale qui n'a pas de stratégie hydrogène à proprement parler, c'est la Corse, mais ça n'a pas empêché la Corse, depuis 2012 déjà, de développer des programmes de soutien et des programmes surtout de recherche liés à l'hydrogène en milieu insulaire. Et puis je ne vous parle même pas des Outre-mer. Les Outre-mer, si vous allez en Guadeloupe, si vous allez à la Martinique, si vous allez en Guyane, si vous allez à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie ou même à Tahiti, vous allez trouver des programmes de développement liés à l'hydrogène vert, donc liés à des énergies renouvelables, qui sont actuellement en train d'être financés, soutenus par la Commission européenne ou soutenus encore par des acteurs publics ou privés internationaux. Donc voilà tout ce qui se passe en Arctique et tout ce qui se passe dans l'ensemble du monde. Et puis, de fait, on en a déjà parlé, et puis c'est évidemment là aussi au cœur de l'actualité. En France, on est aussi très impliqué sur la dimension production, avec par exemple des capacités, avec des sociétés qui aujourd'hui sont capables de faire des électrolyseurs. Donc l'électrolyseur, c'est la machine qui va tout simplement faire passer le courant électrique dans l'eau pour séparer l'oxygène et l'hydrogène. En France, on a des entreprises aujourd'hui qui arrivent à des taux de rendement sur ces électrolyseurs de 90%, 95%, voire 99%, grâce à plus de 15 ans, 20 ans de travaux soutenus par la puissance publique ou pas, par des gens tout simplement passionnés qui y croyaient à l'hydrogène il y a encore longtemps. Et c'était le cas de mon père, qui avait investi dans l'hydrogène il y a plus de 20 ans. Donc fondamentalement, quand aujourd'hui Airbus fait le buzz, ou quand Aéroports de Paris parle de l'hydrogène, ou quand des grandes banques françaises parlent de l'hydrogène, ou évidemment Total ou Technip parlent de l'hydrogène, de fait c'est un mouvement de long terme. Tout ça n'est pas né il y a seulement 3 ans. Mais en réalité, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà un voyage qu'on peut faire avec de l'hydrogène, et ce n'est pas un voyage que tout le monde peut faire, mais c'est celui certainement qui va faire le plus parler ces prochaines années. C'est évidemment d'aller sur la Lune, potentiellement sur Mars, parce que de fait, si vous voulez aller sur la Lune, vivre sur un village lunaire, non seulement il vous faut de l'hydrogène pour y aller, et puis il vous faudra peut-être de l'hydrogène aussi pour y survivre. Merci de m'avoir écouté.